Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce jeudi dans le cadre de ce programme, votre matinale informative sur votre chaîne d'information panafricaine. Alors, nos rubriques restent les mêmes, à savoir ce bulletin d'information que nous nous offrons chaque matin afin de vous mettre au pas en ce qui concerne l'actualité du continent, mais également la revue de presse, les moments d'échange et la page culturelle. Et pour ce qui est des échanges de ce jeudi matin, on va aller du côté de la République centrafricaine pour nous intéresser à ce qui se passe de ce côté-là, notamment du côté de Bangansoa, une ville qui a connu un bombardement mystérieux. En effet, lundi, le gouvernement centrafricain a fait état d'un communiqué qui relate les faits, à savoir un aéronef a survolé le ciel. Et cet aéronef a lâché des missiles sur un camp militaire, des militaires de la République centrafricaine, mais également des alliés russes. Alors, quelle lecture peut-on faire de cet événement ? Voilà la thématique qui nous intéresse ce matin, fidèles téléspectateurs. On vous rappelle que ce programme For You Matin est également interactif. Vous pouvez donc participer en nous appelant via les numéros qui apparaîtront de temps en temps sur votre écran ou encore via nos différentes plateformes d'information en ligne, à savoir Facebook ou encore YouTube. Ne vous gênez d'ailleurs pas à y déposer des commentaires, pourquoi pas des questions aussi que nous pourrons profiter pour poser à nos experts sur ce plateau. Et en parlant d'experts, ceux qui animeront les échanges de ce jeudi sont Anatole Aïssi, journaliste, et Clavin Koudou. Anatole Aïssi est déjà des nôtres. Bonjour. Bonjour Michel, je dis bonjour à vos techniciens qui sont en back-office, qui travaillent en back-office, qui font, j'ai envie de dire, un travail ingrat, qui ne sont pas très prévisibles comme vous et moi. Je le dis bonjour spécialement ce matin, je dis bonjour à vos millions de téléspectatrices et de téléspectateurs qui regardent justement cette émission dans les diverses plateformes numériques et surtout à la maison. Merci pour l'invitation. Voilà, nous vous remercions une fois de plus d'avoir honoré à cette invitation Albert Anatole Aïssi. Alors, on parlait de la tranche d'information avec laquelle nous débutons chaque matin ce programme, avec bien sûr le concours de la réalisation. Selon les données publiées le 29 novembre 2022 par StatSA, l'agence sud-africaine de statistiques, le taux de chômage s'est établi à 32,9% de la population active en Afrique du Sud au troisième trimestre 2022, contre 33,9% au trimestre précédent. Durement frappé par la Covid-19, le pays le plus industrialisé d'Afrique avait connu une hausse continue du chômage entre juillet 2020 et décembre 2021. StatSA a précisé que de 104 000 emplois ont été créés au troisième trimestre 2022, notamment dans le secteur de l'industrie manufacturière et du commerce, du bâtiment et travaux publics et même du transport. Mais par ailleurs, le problème chronique des pénuries d'électricité s'est aggravé cette année, la compagnie publique Eskom ne parvenant pas à répondre à la demande et même à entretenir ses centrales à charbon gravement vétustes. Pour leur venir en aide, ou du moins pour saisir une opportunité d'exploitation, l'Agence française de développement et l'Agence allemande de développement ont accordé 600 millions d'euros sous forme de prêts et de subventions à l'Afrique du Sud pour sa transition énergétique. Ce financement fait donc partie d'une enveloppe de 8,3 milliards d'euros promis lors de la COP26 en Écosse en 2021. Selon les chiffres officiels, l'Afrique du Sud dépend à 80% du charbon pour la production de son électricité. Notons qu'en Afrique du Sud, seules les personnes qui cherchent activement un emploi sont considérées comme des chômeurs, selon la définition retenue par StatSA. Les actifs découragés, la formule pour désigner les chômeurs qui ont renoncé à chercher un emploi, ne sont pas pris en considération. Au cœur des échanges entre les deux hommes politiques, le renforcement de la coopération militaire
entre le Burkina Faso et la France. Durant les échanges, l'ambassadeur de France au Burkina a affirmé que les forces françaises resteront au Burkina Faso si le gouvernement burkinabé le souhaite. Et on va continuer ce dialogue, j'espère, pour pouvoir essayer d'améliorer les choses, de lever éventuellement les ambiguïtés ou les incompréhensions, faire en sorte que notre coopération puisse être plus efficace, plus performante, et surtout qu'elle réponde aux besoins exprimés par le gouvernement. Donc comme le gouvernement est récent, il fallait s'imprégner de ses priorités, et c'est pour ça que je suis venu voir le Premier ministre. Au sorti de ce dialogue avec le Premier ministre burkinabé, Luc Alade a par ailleurs souligné que c'était un échange très riche, très profond, sans langue de bois, avec des reproches et même des critiques de la part du chef du gouvernement burkinabé. Il convient de rappeler qu'avant l'ambassadeur de France, le chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, avait reçu la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Claudia Del Rey, venue s'informer sur la stratégie mise en place par les nouvelles autorités pour répondre aux problèmes du terrorisme. L'annonce a été faite par le département de la justice des États-Unis le lundi 28 novembre. 3 ressortissants américains d'origine camerounaise ont été inculpés. Il s'agit de Klaus Chi, Francis Chinui et La Nestor Langmi. Ils sont accusés d'avoir levé des fonds pour l'achat d'armes et de matériel de fabrication de bombes à destination de groupes séparatistes qui opèrent dans les régions anglophones en crise du Cameroun. La somme est estimée à 350 000 $. Cet argent émanerait des dons collectés depuis les États-Unis et d'autres pays. Il est également reproché aux 3 individus âgés respectivement de 40, 46 et 49 ans de soutenir les enlèvements, car l'argent collecté destiné aux combattants des forces de restauration de l'Ambazonie aurait aussi été utilisé pour financer les enlèvements, notamment ceux du cardinal Christian Toumi de regrettée mémoire et Shem Binglo, un chef traditionnel du peuple Nso dans la région du nord-ouest Cameroun. En agissant ainsi, les États-Unis répondent favorablement à l'appel du président Paul Biya qui, dans son discours du 10 septembre 2019, avait demandé aux pays qui abritent les extrémistes d'agir contre eux. Il s'avère donc au regard de cette situation de ces inculpés aux États-Unis, la première chose, c'est la prise de conscience des États-Unis, et certainement ça va s'étendre auprès des autres pays, de nous encourager leurs concitoyens qui soutiennent le terrorisme. Parce que là, nous faisons face à des actes de criminalité hors pair, de destruction des biens sans précédent. Et des pays qui se disent grands dans le concert des nations ne sauraient continuer de laisser cela prospérer. Mais bien plus, cette inculpation traduit la mort cérébrale de la nébuleuse ambazonienne, parce qu'on ne sait même pas qui est la vraie tête, comment tout cela est organisé. Et à partir de là, vous comprenez qu'on ne pourrait soutenir, du moins les pays comme les États-Unis et bien d'autres ne pourraient soutenir quelque chose de totalement virtuel. L'Ambazonie, entre guillemets, n'existe pas en tant qu'État, elle n'existerait jamais. Et pour les États-Unis et bien d'autres, continuer d'encourager cette folie reviendrait même à déconstruire le sacro-saint des États que constituent les Nations Unies, dans lesquels ils font eux-mêmes partie. C'est donc une grande avancée dans le cadre de la résolution de la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest, qui renvoie à ce que tout ne sera plus jamais comme avant. Résidant dans 3 États différents, à savoir le Missouri, le Minnesota et New York, les 3 hommes ont été arrêtés par le FBI. Ils sont inculpés par un grand jury du Missouri pour association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'usage d'armes de destruction massive
dans un pays étranger. Selon les chiffres glanés en 2010 au Cameroun, on estimait plus de 2 millions de personnes parasitées par la bilharziose, avec plus de 5 millions de personnes à risque. Les enfants d'âge scolaire, 5 à 14 ans, constituant le groupe le plus vulnérable, ainsi que les pêcheurs et les agriculteurs. Une situation qui trouve son origine sur la schistosomiase ou bilharziose, une maladie parasitaire causée par des vers appelés schistomoses qui vivent dans les veines autour de la vessie et de l'intestin. Il en existe d'ailleurs deux types, la bilharziose urinaire et la bilharziose intestinale. Elle se transmet par une infection lors du contact avec l'eau douce au cours des activités quotidiennes, comme se laver, se baigner, faire la lessive ou la vaisselle. Elle se manifeste par... Les symptômes de la bilharziose sont les démangeaisons, les prurites, les douleurs abdominales, les diarrhées. Ce sont des signes qui sont vraiment non spécifiques. Donc il est important de respecter les règles d'hygiène, d'éviter de se baigner dans les eaux, d'éviter de manger les aliments souillés, d'éviter de marcher pieds nus. Au Cameroun, les types d'helminthiase intestinale, vers intestinaux liés à la présence dans l'intestin de l'homme de vers ronds ou nématodes, les plus répandus sont la scarsidiase, la tricéphalose et l'ankylosomiase. Il sera donc question de distribuer dans les écoles de la région du littoral du membédazole et du praticantel entre fin novembre et mi-décembre 2022. La campagne vise à traiter tous les enfants, scolarisés et non scolarisés. La campagne, le déparasitage se fera par les enseignants dans les écoles. Les enfants seront traités au mébendazole 500 mg et à l'albendazole 400 mg, ainsi qu'au praziquantel. Nous invitons les enfants à bien manger et à boire suffisamment d'eau pour prendre le traitement, pour éviter les effets secondaires. Les médicaments sont sûrs et n'engendreront aucun danger pour les enfants. Toutefois, la cible étant les enfants de 5 à 14 ans, même ceux des enfants non scolarisés pourront également bénéficier de cette campagne de sensibilisation. Il est important pour les enfants vulnérables de 5 à 14 ans, qui sont des populations à risque à cause des comportements à risque comme le non-lavage des mains, les baignades dans les sources contaminées. Donc il est important pour ces enfants de 5 à 14 ans qu'ils prennent systématiquement, une fois par an, le mébendazole, l'albendazole et le praziquantel pour éviter d'avoir des maladies comme les géohelminthiases intestinales ou encore la bilharziose intestinale. Déclare officiellement lancer les caravanes de tri sélectif des ordures ménagères dans les établissements scolaires de la ville de Douala. Afin de transformer Douala en un cadre attractif, la mairie de la ville opte pour l'amélioration du cadre de vie des populations à travers un environnement sain, lequel aujourd'hui est menacé par la montée fulgurante des ordures ménagères. Et pour y arriver, quoi de mieux que l'école pour faire parvenir le message sur la gestion des déchets à travers la campagne de tri sélectif des ordures dans les établissements scolaires de Douala. L'objectif global, c'est la gestion de nos déchets. C'est la gestion de nos déchets. Et au-delà de la gestion, c'est comment valoriser ces déchets, c'est comment assainir notre environnement. Nous sommes là pour le lancement de la campagne du tri sélectif. C'est aussi habituer les populations, en commençant par nos élèves, les habituer à mieux trier leurs déchets, à faire valoriser ces déchets. C'est pour ça que cette cérémonie comportait deux grandes articulations. Il y a le lancement donc, du tri sélectif. Il y a le lancement aussi du collège Recycling Challenge. Et pour la circonstance, c'est le lycée technique de Douala Koumassi qui a été choisi pour lancer l'activité en bénéficiant du matériel. Occasion de présenter l'importance de cette activité. Cette initiative rentre dans la vision de Madame la ministre qui parle de Clean School. Donc cette initiative vient trouver que nous sommes quand même un peu avisés. Donc nous allons nous mettre au travail. Déjà on est avertis pour assainir l'école. Nous allons nous mettre au travail pour accompagner la mairie pour cette belle initiative. Et nous allons tout faire pour être aussi parmi les meilleurs. Pour le docteur Roger Nditoua, deuxième adjoint au maire de la ville, l'opération vise à amener les populations à changer de paradigme sur la gestion des ordures. Les établissements vont essayer donc, on veut amener tous les établissements, d'abord les élèves, les jeunes, dans des écoles, à assainir leur environnement de vie, puisque c'est leur lieu de vie. Ils passent le plus grand de leur temps dans ces établissements. Donc c'est les amener non seulement à trier leurs déchets, mais aussi à mieux trier leurs déchets
pour pouvoir faciliter le recyclage. Et comme on l'a dit, sachant que les déchets aujourd'hui, c'est un peu l'or bleu, comme on dit, hein, c'est l'or vert, hein, les déchets. Donc on peut les utiliser, on peut les recycler et ça peut faire aussi des emplois. Donc c'est l'intérêt de cette cérémonie de ce jour. Une activité qui voit la participation de la Miss Douala Fiesta à fond de booster la jeunesse. En ma qualité de Miss de la ville, je compte mettre mon image, mon savoir-faire et même ma disponibilité et mon aide physique pour participer au tri sélectif dans les différents établissements qu'on aura à visiter. Précisons qu'il sera question par la suite à donner une seconde vie à travers la valorisation des déchets. En tant qu'entreprise de traitement et de valorisation des déchets, notre rôle dans ce challenge sera effectivement de nous assurer que les déchets collectés par les élèves et écoliers soient traités et remis et qu'on puisse donner une seconde vie à ces déchets en fait. Donc nous prendrons ces déchets-là effectivement et nous les traiterons dans nos circuits de valorisation. Notre engagement envers la ville de Douala et envers le Cameroun tout entier, c'est déjà de nous occuper de l'environnement. Cet aspect protection de l'environnement est très important pour nous. C'est un procès inédit, le premier du genre en Côte d'Ivoire, à la suite d'un attentat terroriste. Il faut remonter au 13 mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam, voisine d'Abidjan. Le bilan est lourd. 19 civils et 3 militaires perdent la vie, associés aux 33 blessés au cours de la fusillade. L'attentat, lui, revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui présentent cet acte comme des représailles aux opérations anti-djihadistes françaises Serval au Mali et Barkhane au Sahel. 6 ans plus tard, l'enquête menée a permis d'interpeller 4 personnes. Le chauffeur qui a convoyé les armes, l'homme qui a fait le repérage dans les lieux et les 2 personnes qui ont hébergé le commando terroriste. Des enquêtes approfondies ont également permis d'identifier d'autres suspects, dont Bibi Oulet Baba, présenté à ce jour comme le commanditaire de l'attentat, Fawaz Oulet Sheikh, condamné au Mali pour l'attentat du bar-restaurant La Terrasse, et Kunta Dala, le cerveau des opérations en fuite au Sahel. Pour ce procès ouvert ce 30 novembre 2022, les 18 personnes jusqu'ici inculpées sont accusées d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, complicité des faits. Le procès en question permettra de voir un peu plus clair sur ce qui s'est réellement passé, mais permettra également de rendre justice aux disparus de ce dimanche du 13 mars 2016 sur les plages de Bassam. Ce sont tantôt 401 personnes, des prévenus des manifestations du 20 octobre au Tchad, qui ont comparu le mardi 29 novembre dans le cadre du procès du Jeudi Noir, en référence aux marches de l'opposition qui avaient fait plusieurs morts le jeudi 20 octobre, principalement en N'Djamena, la capitale. Mais cette audience qui se tient à Korotoro, dans le nord du Tchad, se déroule sans les avocats qui ont décidé de suspendre leurs activités dans tout le pays pendant la durée du procès. Les avocats dénoncent la déportation illégale des prévenus à plus de 500 km en violation, selon eux, des règles régissant les limites des ressorts territoriaux des juridictions. C'est un risque que nous avons accepté de prendre pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord de ne pas cautionner cela, même si cela peut coûter à ces citoyens qui ont le droit d'avoir cette défense-là, mais en plus de cela, dénoncer. Il y a un risque que ces gens-là, sans l'assistance des avocats, puissent se voir condamnés injustement ou quoi que ce soit, mais ce genre de choses se font déjà depuis très longtemps au Tchad. Le train a déjà déraillé. Nous ne sommes plus sur les rails du droit. Nous sommes maintenant dans une situation de forfaiture. Une parodie de justice selon ses avocats, dont l'avocat Max Luangar, porte-parole du mouvement citoyen Wakit Tama, l'une des organisations à l'origine des manifestations du 20 octobre dernier, qui vit depuis lors dans la clandestinité, tout comme Success Masra, leader des transformateurs, un autre grand parti d'opposition lui également en exil. Selon de nombreux analystes, le gouvernement tchadien devrait purement et simplement reporter ce procès.
Merci à l'équipe rédactionnelle de Foyo Média Africa pour cette tranche d'informations qui nous est offerte chaque matin. Les téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez votre matinale informative et la thématique qui va nous intéresser après, bien sûr, la deuxième tranche d'informations que nous allons vous proposer concerne cette actualité relative à la République centrafricaine avec ce bombardement mystérieux évoqué par le gouvernement via un communiqué. Alors, quelle est la main cachée derrière cet acte qui a ciblé un camp militaire des forces armées de la République centrafricaine et des alliés russes? Que retenir de cette attaque? Cet avion a pris la direction du nord de la RCA. Alors, voilà la thématique qui nous intéresse et les échanges se feront avec l'expertise de Claver Kodo qui nous a rejoint et d'Anatola ici qui est également déjà des nôtres. Avant donc de leur passer la parole, permettez-nous d'accueillir un Guinée sur ce plateau pour la revue de presse. Bonjour à vous, Bassam Sili, bonjour également à vos invités. On n'oublie pas ces nombreux téléspectateurs, auditeurs pour ceux que nous suivent en relais sur la 96.3 FM ou alors nos nombreux internautes qui nous suivent bien sûr via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. Ce jour est également la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Du coup, la une du quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune, revient largement donc sur cette journée du 1er décembre 2022. À la une donc, le sida n'est pas fini selon nos confrères ce matin. La journée mondiale de lutte contre la pandémie ce jeudi est l'occasion de constater une tendance à la banalisation en raison sans doute des progrès accomplis dans la maîtrise de cette maladie. On enregistre cependant une persistance des contaminations notamment chez les jeunes, tranche d'âge qui n'a pas connu les années rudes du sida, ce qui appelle à une communication beaucoup plus adaptée pour cette couche de la population aujourd'hui surexposée à Internet et à tous ses effets pervers. Le focus de la rédaction est ouvert ce matin de la page 19 à la page 21. Une lutte pour une autre, nous sommes bien sûr du côté du quotidien de l'économie ce matin, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, les défis qui attendent Mahamat Idriss Déby Itno à la commission du bassin du lac Tchad. Il a été porté à la présidence de cette organisation lors des travaux du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad, tenu le 29 novembre dernier du côté de Lagos au Nigeria. Une information donc amplement développée ce matin en page 3 du quotidien de l'économie. Le quotidien émergent de son côté nous parle du soutien aux groupes séparatistes qui sévissent dans les régions du nord-ouest ou encore du sud-ouest Cameroun. 3 Camerounais ont donc officiellement été inculpés du côté des États-Unis. C'est la une donc ce matin du quotidien Émergence. On sort du Cameroun avec bien sûr Horizon Nouveau Magazine pour sa parution de cette semaine qui nous parle des pénuries alimentaires et de la vie chère. L'Afrique piégé par le Fonds monétaire international. Voilà donc la une également de Horizon Nouveau Magazine pour ce qui est bien sûr de cette parution de cette semaine. On quitte le Cameroun pour la République centrafricaine. Et oui, ce jeudi 1er décembre 2021 est également la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la République centrafricaine. Du coup, la une ce matin de nos confrères du site d'information Radio Deke Luka, ces derniers nous promettent d'ailleurs de nous faire vivre en direct et en exclusivité les festivités liées à la célébration de l'an 64 de l'anniversaire de l'indépendance, bien sûr, de la République centrafricaine. Du côté du journal de Bangui, ce matin, nos confrères titrent sur le bureau politique du mouvement Cœur Uni qui condamne les attaques de Bossangoa. Selon nos confrères ce matin, le bureau politique du mouvement Cœur Uni condamne donc fermement cette agression d'une rare barbarie et salue la prouesse et le professionnalisme habituel avec lesquels les forces armées centrafricaines et les forces alliées ont spontanément réagi pour mettre en déroute une nouvelle attaque criminelle dirigée contre la paix et les valeurs républicaines du côté bien sûr de la République centrafricaine. Une information à retrouver ce matin dans le site d'information, le journal de Bangui. Du côté de la République démocratique du Congo,
Nous sommes bien sûr préoccupés également par ce processus de paix entamé donc depuis hier du côté du Kenya à Nairobi. Une situation également qui préoccupe ce matin nos confrères du site d'information Radio Okapi. Nairobi, début effectif dans des travaux proprement dit du 3e round du processus pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Selon nos confrères ce matin, les travaux proprement dits du 3e round du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo ont donc officiellement débuté le mercredi 30 novembre 2022 du côté de Nairobi au Kenya. Cela après l'arrivée de toutes les délégations dans la capitale kenyane. Toujours avec nos confrères du site d'information Radio Okapi, ce matin, Nord Kivu, affrontement entre rebelles du M23 et plusieurs milices locales, malgré le début effectif donc de ces pourparlers du côté du Kenya. Le cessez-le-feu n'a donc pas eu l'effet escompté. Du côté de Nairobi, il y a ces pourparlers de paix, du moins ce 3e round qui se poursuit, alors que sur le terrain, les affrontements également se poursuivent. Une information relayée également ce matin par nos confrères du site d'information Radio Okapi. Au Gabon, nos confrères de Gabon Review ce matin nous parlent de la coopération entre Libreville et Lomé. Le président gabonais Ali Bongo est donc du côté du Togo. Comme annoncé, le président de la République est arrivé hier mercredi 30 novembre 2022 dans la capitale togolaise où il entend travailler avec son homologue Faure Simbe au renforcement des relations de coopération entre le Gabon et le Togo. Même son de cloche ce matin pour nos confrères du site d'information Gabon Actu qui titre « En politique, Ali Bongo s'offre un mini pèlerinage au cœur de l'économie togolaise. » En visite d'amitié de 24 heures au Togo, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba s'est donc offert hier mercredi une journée de pèlerinage au cœur de l'économie de ce pays d'Afrique de l'Ouest, peuplé de plus de 8 millions d'habitants. Selon d'ailleurs le communiqué de la présidence gabonaise, Ali Bongo a visité le port autonome de Lomé, un des poumons de l'économie togolaise. Au Tchad, ce matin, avec le site d'information à Luida Info, le secteur de l'or attire de plus en plus les jeunes. Selon nos confrères à la recherche de moyens pour survivre, les jeunes sont prêts à affronter le pire. Beaucoup d'entre eux partent et ne reviennent pas. Par contre, d'autres rentrent les mains vides. Mais cela ne fait pas peur aux jeunes. Et ces derniers d'ailleurs qui se lancent dans cette mésaventure, une mésaventure qui nous est contée ce matin dans le site d'information tchadien Aluda Info. Aluda Info qui nous parle également de la mobilisation communautaire dans l'est du pays, une mobilisation face à la crise alimentaire et nutritionnelle. Un atelier axé sur les activités de mobilisation communautaire en réponse bien sûr à la crise alimentaire et nutritionnelle dans la province du Houdaï a été lancé hier mercredi 30 novembre 2022 à Béché. C'est l'initiative de l'ONG nationale Action pour le développement durable en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la prévention. On quitte l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest ce matin. Le site d'information Wakatsira revient sur le conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 30 novembre 2022. Le conseil des ministres se sont tenus du côté de Ouagadougou. En séance ordinaire, c'était de 9h à 14h sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Ce dernier a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu les communications orales, procédé par ailleurs à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Toujours avec le site d'information Wakatsira, peut-être que la réalisation va nous permettre de progresser avec ces différentes unes. Voilà. En sport ce matin, Qatar 2022, l'Afrique perd ses aigles tunisiens, mais compte sur les lions de l'Atlas du Maroc. Un petit tour et ils s'en vont. Une fois de plus, les aigles de Carthage ne voleront pas plus haut que la phase de groupe. Certes, les rapaces tunisiens sont tombés de haut, car s'offrant 1-0 pour la toute première fois de leur histoire, les champions du monde en titre, les Français, déjà qualifiés au premier tour, mais ces derniers ne seront pas qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors, après le Sénégal,
qui a composté son ticket. La Tunisie est tombée. Alors, les espoirs de tout le continent se reposent pour cette journée du 1er décembre 2022 sur les Lions de l'Atlas du Maroc qui vont affronter, bien sûr, le Canada, assuré déjà de ne pas voir les huitièmes de finale. Alors, l'équation est simple à résoudre pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Une victoire ou alors un match nul leur permettra tout simplement d'envisager avec un bilan comptable plus favorable le second tour de cette 22e édition de Coupe du Monde de football du côté du Qatar. Toujours du côté du Burkina Faso ce matin, le site d'information Le Pays revient sur les pourparlers de paix sur la République démocratique du Congo du côté de Nairobi au Kenya avec cette interrogation: la paix sans le M23 est-elle possible? Selon nos confrères ce matin, depuis que les combats ont repris dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la diplomatie ne fait que s'activer pour tenter d'éteindre l'incendie. En effet, après le sommet de Luanda où le président rwandais Paul Kagame a brillé par son absence, c'est donc ouverte une nouvelle session pour parler de paix entre les protagonistes congolais à Nairobi au Kenya. Ce troisième round qui a débuté hier mercredi 30 novembre 2022 doit en principe se poursuivre jusqu'au 3 décembre prochain. Retour donc sur les enjeux, des enjeux d'ailleurs sans la présence bien sûr des rebelles du M23. Est-ce que la paix est-elle possible dans ces conditions? Élément de réponse à suivre ce matin dans le site d'information Le Pays du côté du Burkina Faso. En Guinée, ce matin, nos confrères de Guinée News nous parlent du ministère de la Pêche, le financement du plan stratégique halieutique 2023-2027 en débat du côté de Conakry. Validé au cours d'un atelier le mois de juillet dernier, le plan stratégique halieutique 2023-2027 a été soumis aux différents acteurs, partenaires et bailleurs de fonds pour l'obtention de financement. Cela a fait l'objet d'une table ronde présidée hier mercredi 30 novembre 2022 par le Premier ministre, le docteur Bernard Ngoumou. Du côté du Mali, le site d'information MaliWeb ce matin nous parle de la révision constitutionnelle et bien sûr concernant les élections. De quoi les partis politiques ont-ils peur? La question à la une d'ailleurs du site d'information MaliWeb ce matin. L'organisation d'un dialogue républicain de haut niveau avec la classe politique de la société civile. L'organisation des élections présidentielles et législatives par un gouvernement inclusif, l'abandon d'un projet de la nouvelle constitution, voilà entre autres les exigences formulées par le cadre des partis de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel, alliance qui serait constituée d'une dizaine de partis et de mouvements politiques lors d'une conférence de presse animée samedi dernier. Toujours avec le site d'information MaliWeb ce matin, le communiqué final donc rendu public, le communiqué final du Conseil des ministres tenu le mercredi 30 novembre 2022. Le Conseil des ministres d'ailleurs s'est réuni en session ordinaire le mercredi 30 novembre 2022 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier a d'ailleurs examiné les points inscrits à l'ordre du jour, adopté des projets de texte ou encore procédé à certaines nominations au sein de l'appareil gouvernemental. La revue de presse de ce jeudi 1er novembre 2022, on la termine du côté bien sûr de la France ce matin avec nos confrères du site d'information libération.fr qui reviennent sur la politique de migration. La France va affréter 2 navires de sauvetage supplémentaires dans la Manche. La France donc va affréter ces 2 navires supplémentaires dans la Manche pour effectuer des opérations de sauvegarde sur la route maritime empruntée par un nombre record de migrants voulant rejoindre les côtes anglaises, a annoncé hier mercredi le secrétariat général de la mer. Rien qu'entre lundi et mardi, précise d'ailleurs le journal ce matin, quelques 240 personnes ont été secourues alors qu'elles tentaient bien sûr de rejoindre les côtes anglaises. La France donc une fois de plus va voler au secours de ces migrants en affrétant bien sûr 2 nouveaux navires afin bien sûr de prêter main forte à ces migrants. Voilà donc ce que nous avons prévu pour nos différents téléspectateurs, nos différents internautes, voire nos différents auditeurs ce matin. Restez bien sûr aux côtés de Assam Zili et de Saint-Vizien voté pour vivre bien sûr en direct ce qui fait l'essentiel de l'actualité du côté de la République centrafricaine. On rappelle bien sûr que ce jeudi 1er décembre
un jour de célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Et bien sûr, dans le cadre de cette matinale, Samzili et ses invités abordent bien sûr une thématique relative non seulement à cette actualité-là, mais également en rapport avec la violation de l'espace aérien du côté de la République centrafricaine. Bonne émission. Merci à vous, Nguéné, d'avoir planté les décors en ce qui concerne la thématique des moments d'échange de ce jeudi. Merci également pour cette balade dans l'univers de la presse écrite et en ligne. Alors, fidèles téléspectateurs, oui, ce matin, nous allons nous intéresser à l'actualité centrafricaine. La République centrafricaine, comme le rappelait d'ailleurs notre confrère Nguéné, qui fête ce jeudi même l'an 64 de son indépendance. L'occasion pour nous, voilà, de souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous nos téléspectateurs qui se trouvent du côté de la République centrafricaine. Alors, on parle donc de ce fameux communiqué du gouvernement centrafricain qui a annoncé lundi qu'un avion venu d'un pays voisin a bombardé ou encore a lâché des missiles sur un camp militaire des FACA, mais également des alliés russes. Alors, cet avion est reparti vers le nord, à savoir vers un pays voisin. Quelle est la main cachée qui se cache derrière cet acte? D'où provenait réellement cet avion mystérieux? Pourquoi les forces armées de la Centrafrique et surtout les alliés russes ont été la cible, voilà, de cet avion? Autant de questions auxquelles nous essayerons d'apporter des éléments de réponse tout au long de ce programme. Alors, les expertises se feront avec la participation de Claver Nkodo qui nous a rejoint. Bonjour Claver. Bonjour Michel, bonjour à Lombo Troisa. Bonjour à nos téléspectateurs et téléauditeurs. C'est toujours avec le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme matinal sur For You Media Africa. Voilà, on rappelle que ces bombardements n'ont malheureusement pas fait, heureusement pas fait de victimes, mais l'on note quand même quelques dégâts matériels. Alors avant donc de passer la parole à nos invités, nous proposons de suivre cet élément qui va planter pour nous le décor. Le porte-parole du gouvernement centrafricain, le docteur Serge Ghislain Djori, dans un communiqué rendu public en date du 28 novembre 2022, a tenu à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Bossangoa, localité située dans le nord de la RCA, à 2h50 et a largué des explosifs prenant pour cible une base de forces de défense et de sécurité, celle des alliés centrafricains, ainsi qu'une usine de coton. Selon le dit communiqué, ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Les autorités soulignent également que cet aéronef, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine avant de traverser les frontières du pays. Bangui a de ce fait annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toute information utile et de situer les responsabilités. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à rassurer la population ainsi que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives, d'où qu'elles viennent. Alors, vous avez suivi avec nous cet élément, Anatole Aïssi, qui revient sur les faits, ce qui s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi, aux environs de 2h50 du matin. Alors, selon le maire de la ville de Bossangoa, cet avion était un avion sans lumière, donc n'a pas pu être identifié. Mais la cible était l'usine de coton que les Russes et les forces armées utilisent comme base. Alors, le fait déjà que cet avion ait survolé cette base à 2h50 du matin n'était pas une preuve, voilà, qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Déjà, il faut noter, Michel, qu'il y a eu deux communiqués relativement à cette actualité-là. Le premier a été signé par le président de l'Assemblée nationale, c'est pas anodin.
c'est la Chambre du Parlement centrafricain. Le second communiqué, naturellement, est signé par le ministre de la Communication et des Médias. Ça fait deux communiqués qui ont été rendus publics par les autorités centrafricaines. Comme je l'ai dit, revenons d'abord dans le contexte des événements. Pour dire quoi? Pour dire que ces événements se déroulent dans le multiple contexte, si vous voulez, de brut diplomatique entre Paris et la Centrafrique. Il n'y a pas très longtemps, vous avez une unité, je veux dire un contingent des forces spéciales françaises qui est parti de la République centrafricaine, qui était depuis, et puis elle est partie. Vous avez, dans le même contexte, l'arrivée des instructeurs russes, que les autres appellent de manière très abusive, et à dessein bien évidemment, les mercenaires de bande, qui tous sauvent une société, mais qui marquent. C'est faut le dire en passant. Donc il faut arrêter avec la manipulation médiatique. Dans le double contexte également, n'est-ce pas, de l'annonce ou bien de la tenue prochaine d'un référendum en vue de la révision constitutionnelle. Parce que, comme vous le savez, une constitution est dynamique. Et la constitution, qui est la loi fondamentale d'un État moderne, qui veut moderniser ses institutions, doit suivre le pas d'être dynamique, d'être modifiée éventuellement. Je voulais quand même vous rappeler que la plupart des lois, des constitutions dans l'espace francophone sont calquées au modèle français. Le modèle napoléonien, voilà, napoléonien, donc calqué. Donc il faut donc adapter ces constitutions aux nouvelles réalités, au contexte de la modernisation des institutions démocratiques en République centrafricaine. C'est dans ce contexte-là qu'il y a un comité en charge de la rédaction, de rédiger cette constitution, a été mise en place et qui a été validée par l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, qui a été remercié par le président Touadéra. Et c'est à ce niveau-là que vous avez donc vu les loups sortis du bois pour instrumentaliser une partie de l'opinion publique centrafricaine. L'autre contexte, comme je l'ai indiqué, c'est que désormais la Centrafrique, la République centrafricaine va abriter le siège des BRICS. C'est-à-dire vous avez bientôt, dans le contexte de la géopolitique internationale, d'une nouvelle géopolitique internationale, vous avez donc un nouveau bloc qui est en train de se constituer, c'est-à-dire les BRICS, à savoir le Brésil, n'est-ce pas? Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et je crois la Chine. Donc il y a d'autres pays africains qui sont en train de toquer à la porte pour rejoindre ce nouveau bloc. Donc c'est dans ce contexte-là que surviennent ces événements où vous avez donc, semble-t-il, les initiateurs, si vous voulez, de ces événements, de cette attaque, sont en train de reprocher à la République centrafricaine ce qu'ils reprochent aux Maliens, aux autorités maliennes, c'est-à-dire le choix de nouveaux paradigmes, le choix de nouveaux partenaires stratégiques. C'est ce qu'on est en train de reprocher aux autorités de la République centrafricaine. Quand je l'ai dit, après avoir donc situé les événements dans leur contexte, vous savez, un avion, je crois qu'il s'agit c'est pas un avion commercial, il s'agit d'un aéronef militaire. Lorsque un aéronef militaire éteint, tous transpondeurs éteints, selon un espace aérien d'un État étranger, c'est pas pour vous dérouler le tapis rouge, naturellement. Et l'heure aussi n'est pas à prendre. L'heure n'est pas un problème. Même si ça rentre dans les éléments d'analyse. Mais le fait déjà que cet aéronef ait choisi la clandestinité, c'est-à-dire éteindre les transpondeurs, ça veut dire que cet aéronef est un problème. C'est un aéronef qui est un danger, qui est une menace. Donc,
quand nous lisons les différents communiqués qui ont été rendus publics par les autorités centrafricaines, ils nous font comprendre que ces communiqués nous font comprendre que cet appareil est venu du nord et reparti au nord du pays. Lorsqu'on parle du nord du pays, on ne peut que penser à deux États. Vous avez le Tchad, qui a une base militaire française. Vous avez le Soudan, qui est également qui est situé au nord-est, justement, de la République centrafricaine. Je ne pense pas que cet aéronef puisse partir du Soudan pour venir attaquer, justement, la Centrafrique, parce que le Soudan lui-même est également confronté à des contradictions, je veux dire, à des velléités, à la fois des Américains et des Français, parce que la Russie est en train de vouloir, a un projet de construction d'une base navale de ce côté-là, ce que les Américains ne veulent pas du tout. Donc, la meilleure hypothèse, et en tout cas tous les éléments d'analyse, nous amènent à penser que cet avion est parti du Tchad. Souvenez-vous, en 2020. En tout cas, on va revenir, Anatole, ici, effectivement, sur le lieu dont pourrait provenir cet avion. J'aimerais qu'on se limite d'abord sur la nature même de l'acte. Selon vous, le fait que l'aéronef était sans lumière est une preuve déjà que cet avion venait avec des ambitions pas du tout orthodoxes, si on peut le dire ainsi. Alors, Claver Kodo, un autre élément qui est très important, c'est la cible de cet avion, mystérieux, parce que jusqu'ici, on n'a pas encore un communiqué qui donne des détails clairs sur la provenance ou encore l'identité de l'aéronef, encore moins ses propriétaires. Alors, on sait que la cible, c'était cette usine donc, de coton occupée par les forces armées de la République centrafricaine et des alliés russes. Alors, pourquoi déjà, selon vous, cette cible-là? Vous savez, vous n'allez pas la prise de question à une réponse tout de suite. Qu'est-ce qui fait peur le plus à la France, à l'Empire français, ou alors à l'Empire de France et à ses alliés de l'OTAN en ce moment? C'est justement la présence des forces militaires russes du côté de l'Afrique et naturellement en Centrafrique. Dans la première cible pour pour cette organisation criminelle serait naturellement les positions militaires des forces russes, alors les bases russes et centrafricaines. Donc à ce niveau-là, l'avion n'allait pas quand même venir attaquer une bergerie quelque part, je ne sais pas où en Centrafrique. Il venait c'était une opération spéciale, certainement concoctée par les services spéciaux américains et français pour tenter de fragiliser. J'ai même eu peur que cette attaque soit tout de suite suivie par des mouvements rebelles, par des attaques, des combats au sol. Mais je crois que les choses n'ont pas été coordonnées de cette manière-là. Il ne faut pas chercher de midi à 14h, il faut savoir que c'est un acte bien planifié qui vise la sécurité de la République centrafricaine et qui voudrait remettre en question, la volonté des Centrafricains à s'affranchir de la tutelle de l'Empire français à travers les accords de coopération qui lient désormais le gouvernement centrafricain à la Russie. Donc, et puis, il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas évacuer tout de suite, qu'il faut essayer de dégager dans cette affaire. C'est aussi une manière pour la France et les pays de l'OTAN de distraire l'opinion et d'essayer de créer une zone de conflit loin du théâtre ukrainien pour justement pousser la Russie à disperser ses forces et ses intelligences par rapport à ce genre d'opération. Donc c'est une opération très très bien pensée et qui heureusement n'aurait pas fait des victimes, des pertes humaines, mais des pertes matérielles sont là, et la preuve que c'était bien orchestré et que l'avion justement volait dans le noir sans lumière et est reparti vers d'où il est venu certainement vers le nord. Et comme le rappelait Albert Anatole ici tout à l'heure, quand on parle du nord, on voit le Soudan et on voit le Tchad. Or, vous savez, le Tchad a été une relation assez ambiguë avec la France, avec l'Empire français, une relation qui, à terme, nous fait croire que les Français n'ont même pas besoin de l'autorisation du Tchad pour mener ce genre d'opération dans un pays souverain. Donc je ne serais pas surpris
que les enquêtes débouchent sur l'implication directe de la France sans même l'aval du Tchad. La France au Tchad est comme en terre conquise. Elle n'a pas besoin de l'assentiment du Tchad pour mener telle ou telle opération. Donc ça, il faut le reconnaître. Vous savez, nous sommes dans un contexte extrêmement délicat, surtout dans les relations entre la France et l'Afrique. De plus en plus, la France a pris la mesure de ce qui lui arrive, du risque de rupture réelle qui lui arrive, et essaie de tout mettre en place, jusqu'à créer même des des espaces de communication, comment on appelle, des web TV, voilà, pour pouvoir rattraper le retard. Mais c'est trop tard, parce qu'il ne s'agit pas pour l'Afrique, pour la France de rattraper le retard, il s'agit juste plutôt pour la France de rendre compte à l'Afrique de sa coopération avec celle-ci, qui dure quand même depuis plus d'un siècle, mais dont personne ne voit le résultat, et de manière positive. Et d'ailleurs, on dégage tout simplement, on retient tout simplement que les pays africains qui sont laissés marcher dessus par la France sont aujourd'hui dans une misère totale, et c'est systémique dans tous ces pays de l'espace francophone. Donc vous comprenez que aujourd'hui, la France essaie de rattraper pour pérenniser le système, mais ce système en usant par tous les moyens. Donc par exemple des attaques clandestines, parce que c'est une attaque clandestine, une agression. Normalement, à mon avis, l'Union africaine aurait déjà fait une sortie pour condamner cette attaque sans étudier les degrés, au moins de manière symbolique, condamner déjà cette attaque. Mais comme d'habitude, ils sont toujours absents dans les grands dossiers qui interpellent l'avenir de l'Afrique, parce qu'ils sont corrompus par la France et les organisations et d'autres pays occidentaux. Donc voilà, donc la Centrafrique se retrouve dans une posture où son droit est violé, mais autour d'elle, personne, même pas les organisations régionales, personne ne prend position pour condamner. Et c'est regrettable. Si c'était en Europe, il y aurait déjà eu une levée de bouclier de tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne pour condamner. Mais comme c'est en Afrique, l'Union africaine qui est censée s'exprimer, elle est silencieuse, ne fait rien, même pas au niveau de la CEMAC ou des organisations de l'Afrique centrale. Personne ne prend position. La Centrafrique se bat tout seul là, face à un ennemi que tout le monde a déjà identifié, et avec des complicités africaines, comme je veux dire, je pense que le Tchad est pour beaucoup dans cette attaque, parce que le Tchad a toujours exprimé sa soumission, vis-à-vis des intérêts français, et qui dit les intérêts français dit des actes de barbouzerie de la France vis-à-vis de certains pays africains. Alors vous rejoignez donc l'analyse de Anatole Aïssi, qui voit derrière cet acte qualifié d'ignoble par le gouvernement centrafricain la main cachée de la France. Alors une chose est sûre, selon le gouvernement centrafricain, Albert Anatole Aïssi, il s'agit d'un acte ignoble qui ne saurait rester impuni et qui a donc été perpétré par les ennemis de la paix. Alors ces ennemis de la paix, vous les avez identifiés. Et quelles preuves avec vous, voilà, pour pointer du doigt un tel ou un tel? En criminologie, il y a une question qui revient toujours à un principe. Lorsque un criminel ou un assassin pose un acte, comme un meurtre, un assassinat ou un homicide, la question qui revient généralement, c'est à qui profite le crime? Qui a intérêt à ce qui est du désordre? Non, pas seulement en Centrafrique, mais dans le Golfe de Guinée. Qui ont l'intérêt à ce qui est le désordre dans cet espace géographique? En posant cette question, déjà on peut être sur la piste. Non, je vous dis qui a intérêt, à qui profite le crime. Dans le contexte de rupture actuel, au niveau de certains paradigmes géopolitiques ou bien diplomatiques, vous avez deux visages. D'un côté, vous avez les États-Unis, de l'autre, vous avez la France. Ça, c'est clair. L'un ne va jamais sans l'autre. Je voudrais, permettez-moi, vous plonger dans le contexte des élections de 2020, des élections présidentielles 2020. À la veille, justement, de cette élection-là, il y a eu des attaques qui étaient portées par la coalition des patriotes pour le changement. La CPC. Qui était derrière la CPC? Qui finançait la CPC?
Ce qui finançait la CPC, c'est vous la réponse par rapport à ce qui finançait la CPC en logistique et en argent. Vous avez la réponse par rapport aux événements dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier. La personne qui finance la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, ce sont les Français. Ils soutiennent Bozizé, qui est actuellement du côté du Tchad, il faut le dire, qui est en Asie du côté du Tchad, pas loin de l'autre côté de la frontière. Ce sont donc les éléments de la CPC qui ont attaqué les civils, qui sont attaqués aux populations civiles, violé les populations, les femmes, les filles, en décembre 2020, à la veille des élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer un précédent entre le Tchad et la République centrafricaine, dans un contexte électoral. Comme je l'ai dit, je voudrais vous plonger. Très souvent, il y en a qui se masturbent trop, je parle des amplificateurs internationaux et pas des médias ici, c'est la noix, qui ont leur plateau de télé, qui régulièrement nous disent que le groupe Wagner, c'est des mercenaires. Vous connaissez combien de sociétés militaires privées la France a dans le monde? Personne n'en parle. Même les États-Unis. Non, les États-Unis sont en tête. Vous connaissez combien de sociétés militaires privées la France a en Afrique, en Asie et en Europe qui sont déployées, mais personne n'en parle. Je vous donne quelques noms. Vous avez, et l'État français est pratiquement actionnaire à 50% de cette société. Je parle par exemple de la société, du groupe DCI, Direction Contrôle International, Direction Conseil International. Il s'agit d'une société militaire privée où l'État français a 50% de prix de participation, contrôlé par le ministère des Armées, géré pratiquement par la DGC, c'est des services, je veux dire, les services secrets français. Vous avez la société Salamandre, c'est une société militaire privée française. Vous avez Coast Guard Defense, c'est une société privée française, militaire française. Vous avez la société Gali Security qui a eu à faire des prestations au Mali sur Ibeka. Et qu'est-ce qu'ils ont? Cette société vous font une sorte de package en termes de prestations de mercenaires. Ils vous donnent, si vous avez besoin des avions, ils vous les donnent. Si vous avez besoin des armes, vous les fourguent. Si vous avez besoin des hélicoptères, vous les fourguent. Vous avez besoin des mercenaires, vous les fourguent. Mais ils n'en parlent jamais. Donc, je pense que c'est la DGC qui est derrière les événements qui font débat ce matin. C'est-à-dire des mercenaires. Les mêmes mercenaires, ils sont en Ukraine, mais ils condamnent justement la Russie d'utiliser les mêmes méthodes qu'ils utilisent, mais de manière illégale. Mais eux n'utilisent pas ça de manière légale. Ils utilisent quels sont les gens qui ont installé Ouattara au pouvoir? C'est des mercenaires. Ce sont ces mercenaires. Comment ça? Expliquez comment. Je suis dans les analyses, je suis sur votre plateau pour vous le dire. Peut-être vous ne le savez pas. C'est là pour ça. Quand il vient sur ce plateau, je ne sais pas, il ne vient pas pour blaguer. Donc, quand il vous le dit, c'est pour vous faire comprendre que ce ne sont pas des militaires du point de vue officiel, politique officiel, qui ont mené ces actions. Ce sont des mercenaires. Les mêmes mercenaires qui ont survolé à plusieurs reprises l'espace aérien malien. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre que les mêmes événements qui se sont déroulés, qui continuent de se dérouler au Mali, c'est les mêmes événements qui se transportent en Centrafrique? Alors vous êtes en train de faire le lien, Clamer Kodo, Anatole ici, on te fait le lien entre voilà, l'arrestation au Mali de ces 49 mercenaires d'origine ivoirienne. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la cible même de ces bombardements. On parle d'un camp militaire des FACA et des alliés russes. Alors on sait que le président Touadéra en 2020 s'était officiellement tourné vers la Russie. Il avait crié au secours parce qu'il avait peur, voilà, que les rebelles puissent envahir Bangui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec ces événements qui ont eu lieu dans la ville de Bossangoa, on peut dire effectivement que la présence russe dérange ceux qui sont derrière cet acte ignoble? Bien sûr, la présidence russe effraie, la présidence russe sème la panique au sein
de la prédation internationale sous la conduite de l'Empire français. Et vous voyez ce qui se passe du côté de l'Ukraine, par exemple, où c'est la Russie qui donne le timing, qui donne le là du conflit. C'est la Russie qui décide de la montée en intensité au nom du conflit de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France est consciente que face à la Russie, je vous rappelle que la Russie n'affronte pas un pays en Ukraine. La Russie affronte pratiquement 40 pays. Une coalition de près de 40 pays en Ukraine. Et elle est en train de les taper. Et c'est elle qui donne qui donne le timing. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est un conflit qui se transporte simplement sur l'espace africain parce que l'enjeu dans cette affaire qui se passe en Ukraine est également africain. C'est la mise sous contrôle, c'est l'appropriation des ressources naturelles du golfe de Guinée qui maintenant se transporte donc au niveau de la Centrafrique parce que la France n'entend pas perdre la Centrafrique et use de tout pour éviter justement que cela arrive. Mais la présence russe devient donc une grosse menace pour ses ambitions géopolitiques. Et la cible est donc tout trouvée. L'avion n'est pas venu larguer des bombes sur une porcherie. L'avion est venu larguer les bombes sur une infrastructure militaire qui en fait matérialise, leur fait peur. Et il faut donc anticiper en détruisant cette infrastructure. Et c'est là où vous découvrez donc que tout le temps que la France a été présente en Centrafrique, elle n'a jamais équipé la Centrafrique en matière de logistique militaire. Sinon, cet avion, malgré qu'il est volé dans le noir, aurait pu être repéré et identifié parce qu'aucun aéronef ne peut voler en France ni en Europe, même en éteignant ses feux, sans être identifié. C'est le transpondeur qui permet d'identifier. Voilà. Il a même été le transpondeur, et le transpondeur, ça signifie que personne ne pouvait le repérer. Donc c'est un avion simplement qui a été affrété pour mener une tâche de barbouzerie, pour mener une agression bien planifiée vis-à-vis de la Centrafrique, vis-à-vis de ses alliés. Et c'est sûr, certainement, que les Russes ont même déjà identifié cet avion parce qu'ils ont des moyens technologiques plus élevés, mais ils sont encore en train d'observer. Heureusement qu'il n'y a pas eu de morts de ce côté-là. Donc, la question ne se pose plus de savoir quelles sont les intentions de l'agresseur. Les intentions de l'agresseur sont claires. C'est maintenir la Centrafrique sous son hégémonie, maintenir la Centrafrique et toute l'Afrique sous la prédation pour que l'Afrique ne se libère pas, ne retrouve jamais sa souveraineté. Donc ce qui s'est passé en Centrafrique peut se passer partout en Afrique, où les pays, dans des pays qui expriment actuellement une volonté de s'affranchir de la domination de l'hégémonie française. Et certainement, dans les jours à venir, on verra plus clair, mais je suis certain d'une chose, malgré que le transpondeur soit éteint, les Russes savent même dire d'où est parti l'avion et qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont même les munitions qu'il a utilisées, et de qui a fabriqué ces munitions et tout ça. C'est sûr que les services spéciaux russes sont déjà au courant. Donc, c'est pas un acte anodin, c'est plutôt un acte qui confirme la peur qui est celle du bloc occidental aujourd'hui vis-à-vis de l'influence russe grandissante sur le continent africain. Malheureusement, l'histoire est cynique et irréversible. Je crois que nous avons atteint au niveau de l'Afrique, la France a atteint le départ de sa chute vers des abîmes parce que au regard de son bilan à l'égard de notre continent. Alors, Anatole, ici, il y a un autre élément important évoqué dans ce communiqué du gouvernement centrafricain. C'est la première fois qu'un avion est utilisé pour perpétrer de tels actes depuis le début de la crise en 2013. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les ennemis de la paix, comme le gouvernement centrafricain les a d'ailleurs qualifiés, vont user d'armements plus sophistiqués pour arriver à leur fin? Mais le fait que vous utilisez, quand dans une guerre, vous utilisez la troisième dimension, ça veut dire que vous voulez monter en puissance en termes de terreur. La troisième dimension, c'est l'utilisation des appareils, des aéronefs. Et je voudrais corriger quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure. Il y a eu 2 cibles qui ont été attaquées par cet avion fantôme, comme vous le dites. Vous avez une cible militaire qui est utilisée. Vous avez une cible militaire, c'est-à-dire une base militaire qui est utilisée conjointement par les Alliés et les FACA. À côté, vous avez une usine, un entrepôt de coton, Ces 2 images
ne doit pas, il faut pas que ce soit quelque chose d'anodin pour vous. D'un côté, du point de vue militaire, on fait comprendre que on est prêt à en écouter avec vous. Le fait qu'un entrepôt de coton a été bombardé, ça veut dire qu'on ne voudrait pas de votre émergence. Il faut faire, on n'a pas besoin de votre indépendance économique. Parce que le débat de fond, c'est quoi? Le débat de fond, c'est qu'on dénie à la Centrafrique ce qui dépend de l'Ukraine, c'est-à-dire la souveraineté de la Centrafrique. Et ça, je trouve cela inacceptable. On défend à la Centrafrique d'opérer, de changer, d'avoir des choix stratégiques qui correspondent à sa vision, à la vision des autorités actuelles. Michel, souvenez-vous que pendant que les autorités centrafricaines avaient maille à partir avec des groupes rebelles plus armés que l'armée conventionnelle, Paris a maintenu la Centrafrique sous embargo avec les États-Unis. Pendant que la Centrafrique demandait la levée d'embargo sur certaines armes, Paris a tenu à les maintenir. Pour pouvoir lutter efficacement contre la menace des armées. Paris a maintenu, a pesé tout son poids pour que l'embargo sur les armes en Centrafrique soit maintenu. Paris qui n'a pas été capable de régler la situation de sécurité en Centrafrique a eu le culot de bloquer. Mais Paris avait aussi envoyé au début de cette crise des militaires qui avaient opéré sous l'opération Sangaré. Non. Nous connaissons ce que l'opération Sangaré a commis comme dégâts en Centrafrique. Nous sommes des journalistes. Je tenais quand même à rappeler que Paris a quand même envoyé des militaires. Ils ont été partout. Qu'est-ce qu'ils font? Mais nous connaissons le bilan de l'opération Sangaré en Centrafrique, des viols d'enfants. Des viols, des exactions. C'est-à-dire la violation des droits humains et des droits internationaux en Centrafrique, il n'y a eu aucune condamnation, ni de la fameuse communauté dite internationale, ni des institutions continentales, notamment votre fameuse Union africaine, ni de la CIAC ou bien de la CEMAC, aucune. Donc, on est dans une politique d'isolement des États qui veulent s'émanciper, comme la Centrafrique, comme le Mali, comme le Niger, pardon, pas le Niger, comme la Guinée-Conakry, comme le Burkina Faso, qui est dans cette dynamique-là. Il faut les isoler, il faut créer absolument des dynamiques d'implosion. Je pense que pour revenir à votre question, lorsque dans une opération, vous utilisez la troisième dimension, c'est une déclaration de guerre. Ni plus ni moins. Il faut donc désormais que les Centrafricains, le peuple centrafricain, les autorités centrafricaines prennent leurs responsabilités. Et il faut que chaque Centrafricain devienne un soldat. C'est important, ce que je vous dis là. Vous avez vu tout récemment du côté du Burkina Faso, c'est une parenthèse. Dans le contexte, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français, il y a eu un appel, et avec pour conséquent le départ des sabres qu'ils s'écoutaient depuis des années, sans qu'on ait un quelconque résultat. Il y a eu une opération d'enrôlement de la jeunesse burkinabé. Vous avez vu l'engouement, le chiffre c'était 50 000 jeunes enrôlés, mais il y a eu plus de 80 000 jeunes volontaires. Ça veut dire que ces jeunes sont engagés, sont au front. C'est comme ça que ça doit se passer partout. C'est-à-dire que chaque citoyen doit être un soldat. Parce que lorsque vous allez en Europe de l'Est, non, quand vous allez en Europe de l'Est, chaque citoyen est un soldat. En Israël. En Israël, chaque citoyen est un soldat. En Palestine, tout citoyen est un soldat. Vous allez en Italie, tout citoyen potentiel, c'est un soldat. Donc il faut que ce soit comme ça, dans ce contexte où ils sont dans une dynamique, dans un projet de recolonisation, de guerre, de reconquête de nos États. Il faut se préparer, ce n'est pas un jeu. Donc, tout à l'heure, je vous disais, quand je suis sur votre plateau, je ne viens pas m'amuser. Pour revenir à la thématique, je termine par là. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique d'émancipation, de modernisation des institutions centrafricaines est irrévocable, irréversible. Simplement le fait, il faut donc que la Centrafrique se donne des moyens politiques,
les moyens militaires pour se protéger. Et lorsque je parle ce qui se passe en Centrafrique peut se passer au Cameroun. Et s'il y a du désordre en Centrafrique, c'est le Cameroun qui est vidé. Et vous savez que toutes les armes de destruction massive occidentales qui sont dans leur laboratoire clandestin, dans le golfe de Guinée, quel État, quel pays? C'est le Cameroun. Alors, Claver Kodo, on parle également de violation de l'espace aérien. Alors, SIFA, le gouvernement centrafricain a affirmé avoir déjà ouvert une enquête. Alors, dans ce cas, quand on parle de violation de l'espace aérien, vers qui la Centrafrique devrait se tourner pour porter plainte? Je crois même qu'au-delà de porter plainte, la Centrafrique aurait déjà dû engager un lobbying pour se rapprocher du Conseil de sécurité afin de condamner cette agression. C'est un acte d'agression extrêmement sérieux parce que vous voyez que le droit international a été totalement foulé aux pieds et l'avion ne volait pas, ce n'était pas un drone. C'est un avion de combat qui était piloté et dont l'équipage a eu l'ordre de venir tirer sur une cible ou alors sur des cibles précises sur le sol centrafricain. Il est donc hors de question que la République centrafricaine, le territoire centrafricain s'enferme juste dans des communiqués. Il faut qu'il passe à l'offensive en activant des mécanismes. Je pense qu'en faisant du lobbying vis-à-vis de la Russie et de la Chine qui ont également le droit de veto, il pourrait facilement saisir le Conseil de sécurité pour voir clair dans cette affaire, parce qu'il y a une certitude, cette affaire n'est pas anodine. Et il faudrait que les États africains qui manifestent une certaine volonté de se détacher de l'influence de l'impérialisme français apprennent à saisir les organisations spécialisées, même comme on ne fait pas confiance à celles-ci, ne serait-ce que pour des raisons symboliques, on devrait apprendre à saisir des organisations comme le Conseil de sécurité en pareilles circonstances. Donc moi, s'il y avait un appel à lancer auprès des autorités centrafricaines ce matin, c'est de les inviter à saisir rapidement le Conseil de sécurité à travers une plainte contre X, si vous voulez, parce que ce qui est certain, même le Conseil de sécurité qui est l'acteur, et certains membres du Conseil de sécurité savent déjà qui est à l'origine de cette agression. Il faut donc croire, il faudrait donc que je vais revenir sur un aspect qu'Albert Anatole a évoqué, c'est la formation des Africains au maniement des armes. Il faudrait que les Africains apprennent, que les États africains, les dirigeants africains intègrent désormais dans leur programme scolaire ou alors de manière générale la formation. La mise en place des armées populaires. Oui, il faut monter des armées. La Chine s'en sort là parce que tous les Chinois, il a oublié, tous les Chinois sont maniés des armes. Donc prêts à aller au front en cas. Oui, mais ils sont donc. Ce n'est pas pour braquer les villages, pour devenir des coupes jarrets, mais c'est vraiment pour défendre la nation, parce qu'ils sont formés. Ils sont formés. Vous voyez aujourd'hui au Cameroun, je le sais, au Cameroun, mon pays, je pense que on n'enseigne même plus le patriotisme à l'école. Pourtant, dans ces pays-là, c'est sacré. Quand vous arrivez en Russie, on apprend, au lieu de monter des camps de divertissement. Il y a des avancées quand même avec les écoles de formation de la police, où désormais on intègre une formation militaire. Oui, là, c'est des corps spécialisés. Il faudrait que cela concerne tout le monde, que le service militaire soit même obligatoire. Moi, j'ai eu le plaisir de faire la formation pré-militaire, étant élève à l'époque. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire que je suis un expert en armes, mais je suis non plus un manchot. Vous comprenez? Or, c'est ça qui vous permet de respecter, par exemple, les symboles de la République, parce que lorsqu'on lève les couleurs ou on descend les couleurs, on vous a enseigné, c'est là que vous êtes obligé de vous arrêter. Et cela peut vous amener à penser les choses autrement en faveur de votre pays. Et donc je pense que ce serait une bonne chose. Surtout nous sommes en guerre, l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre contre la prédation internationale. On ne va pas continuer à attendre que d'autres viennent nous aider alors que nous avons des possibilités nous-mêmes de prendre notre destin en main. Parce que la Russie viendra, mais les Russes ne viendront jamais se sentir africains et se battre pour nous. Il faudrait que les Africains eux-mêmes se battent pour eux, mais avec l'appui logistique russe, sans doute. Vous voyez, aujourd'hui on parle de la Centrafrique, parce que la
la Russie est venue former l'armée centrafricaine, a amélioré son niveau d'opérationnalité. Et aujourd'hui, l'armée centrafricaine, de moins en moins, l'armée centrafricaine est capable d'affronter les groupes rebelles. Or, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs décennies. Il est donc très important pour nos dirigeants de d'amener, non seulement de former militairement les populations sous forme, comme je disais, sous forme des armées populaires, mais aussi d'inculquer à ces populations le sens de la patrie à travers des programmes scolaires. Bon, il faut que l'institution civique, la véritable institution civique, revienne au programme. Au lieu que ce soit l'institution civique, on nous impose la sexologie qui n'a aucun sens pour des pays comme les nôtres qui ont davantage d'autres défis à relever et non plus appropriés, parce que la procréation, elle est naturelle. Alors, Anatole, ici, puisqu'on parle effectivement du lieu de provenance également de cet avion, vous évoquiez d'autres hypothèses, et puisque selon le communiqué du gouvernement centrafricain, l'avion a repris la direction du nord vers un pays voisin. Le pays, en fait, n'est pas clairement énoncé, le nom du pays, mais vous voyez là des pistes, vous avez évoqué sur ce plateau quelques éléments qui vous amènent aujourd'hui à déduire que le Tchad serait ce pays vers lequel est venu cet aéronef mystérieux. Alors on sait que ce Tchad, au début même de la crise en Centrafrique, a été un allié de la RCA. On a eu des troupes tchadiennes du côté de la RCA qui ont été déployées au temps du maréchal Idriss Déby Itno. Alors comment comprendre que ce pays qui hier a été un allié auprès de la Centrafrique dans la lutte contre l'insécurité puisse devenir aujourd'hui cette base que l'ennemi tapis dans l'ombre utiliserait pour déstabiliser ce pays voisin? Tout à l'heure, j'ai établi un parallèle objectif entre ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en Centrafrique. Je vous ai également questionné sur un point essentiel, que lorsque vous avez un assassinat, un meurtre, un homicide qui est commis, à qui profite le crime. Dans la violation de l'espace aérien au Mali, par exemple, l'aéronef provenait d'où? De la Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a une base militaire, il y a même une académie militaire. Est-ce qu'effectivement, c'est pas parce qu'effectivement de ce côté-là, il y a eu la traçabilité, les choses ne sont pas passées vers 2h50 dans le noir avec un avion carrément avec des lumières éteintes? Ils tirent le son de leurs échecs. Dans tous les cas, comme au Mali, c'est le même scénario. Vous avez un avion mercenaire, espion, qui vient violer votre espace aérien pour l'espace aérien d'un pays sous embargo, sous sanction. Alors, heureusement, de ce côté-là, avec les moyens technologiques dont il dispose désormais, cet avion qui avait également des transporteurs éteints a été identifié, formellement identifié. Depuis tout à l'heure, je vais répondre à votre question. Moi, je ne crois plus aux histoires du Conseil de sécurité. Pour répondre je crois plus à ça, parce aux allégations de Clavin Kodo qui disait que la RCA pourrait se tourner vers le Conseil de sécurité. Moi, je pense qu'il faut réagir comme des révolutionnaires. C'est-à-dire, on règle nos problèmes nous-mêmes, d'une certaine manière. Puisque dès lors que les mécanismes juridiques internationaux sont en notre défaveur, ça fait combien de temps que le Mali a déposé une plainte contre la France par rapport aux actes barbares qui ont été commis par les mercenaires français au Mali? D'accord. Mais est-ce que l'acte en lui-même ne serait pas symbolique, aller déjà dénoncer ces grandes puissances-là? Ces grandes puissances sont des puissances criminelles, ça vous le savez. Complices donc? Donc ils jouent aux pompiers pyromanes. Rien ne peut se passer, que ce soit au Sahel, dans le golfe de Guinée, dans la région des Grands Lacs, sans le renseignement américain. Ils connaissent. Ils sont tout parfaitement au courant de ce qui se passe, puisqu'ils contrôlent toutes vos communications. Donc, ils sont pour tout ce qui se passe. Donc, moi, je m'inscris dans le principe de réciprocité, c'est-à-dire, si j'ai des choses, s'il y a une récidive, on abat tout simplement. On descend cet avion-là, tout simplement. On met en place, c'est-à-dire, on monte en puissance au niveau de la réactivité. Dès lors que vous avez les instruments, internationaux qui sont en défaveur des pays africains,
J'ai pris l'exemple du Mali qui a saisi le Conseil de sécurité par rapport à ses problèmes avec la France. Ils font faire le tout pour que cette procédure soit bloquée. Donc la saisine du Conseil de sécurité c'est une perte de temps, de mon point de vue. Maintenant, pour répondre à votre question, revenons dans le contexte de la Centrafrique. Vous avez les autorités centrafricaines ont clairement dit que l'avion est venu de la direction du nord sur le parti vers le nord. Bon, la base militaire la plus proche se trouve où? Se trouve du côté du Tchad, du côté de la frontière. Je ne suis pas certain que les autorités tchadiennes puissent accepter qu'un avion survole leur espace aérien sans qu'il soit identifié, avec tout le système, je veux dire, tout le dispositif sophistiqué dont ils disposent. Je ne pense pas. Donc je crois que, et là je rejoins Clavé qui disait tantôt que, mais Paris est en terrain conquis du côté du Tchad. Ils peuvent mener toute opération qu'ils veulent. Ça veut dire qu'un aéronef peut décoller du Tchad et venir créer des problèmes dans notre pays voisin sans qu'il y ait aucun problème. Donc, je vous ai également pris l'exemple de ce qui s'est passé à la veille de l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique, où vous avez une colonne d'hommes armés qui est venue du Tchad pour venir commettre les forfaits en Centrafrique, en territoire centrafricain. Ils sont repartis où? Ils sont repartis du côté du Tchad. Est-ce que vous avez vent des résultats de l'enquête qui avait été prescrite à l'époque, qui avait été instruite à l'époque? Non. Ils ont utilisé les instruments diplomatiques pour noyer le poisson. Donc, je crois que les mêmes... Vous faisiez également allusion à la présence au Tchad de François Bozizé, qui jusqu'ici reste hostile au pouvoir de Bangui. Bien évidemment, puisque c'est lui désormais, après avoir été dégagé par Paris, c'est maintenant lui que Paris veut remettre en scène du côté de la Centrafrique. Vous le savez, vous savez comment ça fonctionne. Mais attends, il faut qu'on soit sérieux. C'est bien Bozizé qui a été dégagé par Paris, c'est Paris qui l'a encore remis et qui l'a dégagé. Maintenant, dès lors qu'ils se sont rendus compte que tu as déjà n'est pas un enfant docile, il faut le dégager et remettre celui qui fait le dossier. Donc, Bozizé, un mercenaire. Donc, je pense aujourd'hui que dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut que nos armées aient des moyens qu'il faut pour assurer la sécurité et l'intégrité de nos États. La Russie, la Chine et les autres peuvent être une alternative, mais temporaire. Mais nous devons... Moi, je souscris à la mise en place des armées populaires. C'est-à-dire que chaque citoyen doit être formé au maniement d'armes pour défendre la patrie. Parce que c'est constitutionnel. Dans le cas dans mon pays, c'est constitutionnel. Chaque citoyen est responsable de la sécurité de son pays, de la patrie. Donc, il faut donc ajouter à cela une autre responsabilité, c'est de la formation, la mise en place des armées populaires. Mais, au nord du Cameroun, vous avez une sorte d'armée populaire là-bas, c'est-à-dire les comités d'autodéfense de vigilance, qui sont justement des structures légales reconnues par l'État, reconnues par le pouvoir central. Ce sont des alternatives. Parce que ça... Il faut le rappeler qu'ils travaillent souvent en collaboration avec les forces déployées, même dans le cadre des enquêtes. Oui, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas mettre un policier bien gendarme derrière chaque citoyen. Il faut donc que chaque citoyen devienne justement un élément essentiel, un maillon essentiel dans la sécurisation de l'espace du territoire. C'est important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un avion, à travers même déjà à Sekna, on doit pouvoir connaître où il est parti. On doit pouvoir identifier ce vol. Cet avion-là, oui, à Sekna, même si c'est contrôlé par Paris, mais à Sekna, vous donnerez les moyens technologiques qu'il faut. Et les moyens technologiques adéquats pour justement donner les informations que peuvent exiger les autorités centrafricaines pour savoir d'où venait l'espace aéronef, la marque de l'aéronef, en tout cas l'identité de l'aéronef, de quelle fabrication était cet aéronef, qui était l'équipage à bord. Donc la ASENA est capable de vous donner tous ces éléments. Selon vous, il est possible de tracer
Oui, bien sûr. Cet avion et voilà, d'avoir... Oui, ASECNA est capable de vous donner tous ces éléments, de tracer cet avion, vous donner tous les éléments dont on a besoin dans le cas des enquêtes. L'enquête qui a été instruite par les autorités centrafricaines. Alors on revient avec vous, Claver Nkodo, sur la direction qu'a pris cet avion après avoir commis ce forfait. Les autorités centrafricaines parlent du Nord et on sait, que, comme le rappelait Albert Anatola ici, le pays qui se trouve au nord de Bossangoa, qui est la ville effectivement où a eu lieu ces bombardements. C'est le Tchad qui se trouve bel et bien au nord de Bossangoa. Alors que gagnerait le Tchad aujourd'hui à être le théâtre ou encore le lieu où l'ennemi, voilà, il reste caché pour commettre des forfaits en Centrafrique? Je vous ai parlé d'une relation très ambiguë qu'entretient la France, ou alors une relation incestueuse que le Tchad entretient avec la France. Vous savez, l'actuel président tchadien a quand même servi les intérêts de la France dans le cadre de la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, et c'est même un produit français. Donc quand vous avez déjà identifié la personne qui la relation que la personne a eue, privilégiée que la personne a eue avec la France, vous comprenez tout de suite que la personne ne peut être qu'à la solde de la France. Donc, moi, je ne suis pas surpris que cet avion soit venu du nord et soit reparti vers le nord, parce que simplement, cet avion a sans doute décollé d'une base française et avait pour mission de détruire, d'attaquer des bases, une base des FACA et de leurs alliés russes à Bossangoa, en Centrafrique, et devait repartir. Donc, il ne faut même pas réfléchir dessus. Mais ce qui est certain, les autorités françaises n'ont pas besoin de l'accord du Tchad pour mener ce type d'opération. Ça, c'est une certitude. La France agit au Tchad comme en terrain conquise. Vous vous rappelez tout récemment les manifestations qui ont eu lieu au Tchad où les manifestants sont déportés dans une île au large du lac Tchad. Vous n'avez jamais entendu les autorités françaises condamner cela. Je crois qu'il y a un procès, on a parlé à l'entrée d'un procès qui a été prévu pendant la revue de presse. Je crois qu'on a fait un procès qui est prévu, mais qui finalement risque de pas, dont le barreau recuse la tenue. Donc, vous comprenez que si la France ne soutient pas le Tchad ne peut pas se permettre autant d'actes, autant de liberté. C'est la contrepartie, justement. Le gage que le Tchad donne à la France, c'est de laisser la France mener des opérations contre les États voisins, contre les intérêts des États voisins, au mépris même du droit international, à partir de son territoire. Donc c'est un gage que Mohamed Idriss Déby Itno a donné à la France en contrepartie du soutien de la France pour vis-à-vis de son régime. Il est donc possible que cet avion ait décollé depuis le Tchad sans que les autorités tchadiennes... La France n'a pas besoin de l'autorisation, n'a même pas besoin d'informer les autorités tchadiennes. Elle considère le Tchad comme un territoire d'outre-mer. Et du moment où c'est un territoire d'outre-mer, qu'est-ce que l'Empire français a à rendre compte à ce territoire-là? Il impose, la France, l'Empire impose à son territoire ce qu'elle veut bien et dans son intérêt. Et comme le soulignait Albert Anatole à un moment, il faut savoir à qui profite le crime. Le crime profite à la France. Mais on sait, effectivement, parlons de la France, on sait qu'elle a accusé les forces armées, la RCA, d'être coupable d'exactions avec leurs alliés russes. Et le gouvernement centrafricain est également accusé, voilà, de payer, si je peux ce que Paris qualifie de mercenaires russes avec les ressources minières du pays, à savoir l'or et le diamant. C'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce que la France fait en Centrafrique? Qu'est-ce que la France fait en Afrique, d'une manière générale, si ce n'est piller nos ressources naturelles sans contrepartie? Se réveiller un matin, nous faire croire que les alliés russes de la Centrafrique sont là pour piller, mais attendez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, ou bien c'est le contraire, mais attendez un peu, ça c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez, la France, en fait, vit de prédation. C'est pour ça que je continue à parler de l'Empire, l'Empire français. Demandez à la France qu'est-ce que nous faisons encore avec le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est un empire qui a gardé les reflets de l'époque médiévale, mais qui, sous le couvert du droit international, nous embrouille, nous raconte ce qu'elle veut,
parce que justement en jouant de la désinformation. Mais aujourd'hui, c'est passé, c'est le passé. Les Africains ont compris, les Africains savent quel est le visage de la France. La France ne peut pas venir nous raconter que le gouvernement centrafricain paye ses alliés russes en nature à travers des ressources naturelles. Est-ce que vous savez que la Russie a une économie endogène extrêmement forte au point où la Russie n'a pas besoin de coloniser un pays, de piller les ressources d'un pays, même pas le bois. La taïga, c'est une réserve forestière. Est-ce que les Français ont des réserves forestières où? Avant de venir piller nos bois. Les Français ont de l'or où? Ont du diamant où? Ont de l'uranium où? Ont le cobalt où? Si ce n'est pas en venant voler ici chez nous. La Russie mène une opération humaniste en Afrique et voudrait que le monde, que survienne un monde beaucoup plus juste, parce que l'Afrique, on considère l'Afrique comme le terrain de chasse de l'Occident prédateur. Et c'est la France qui est l'Empire français qui est à l'origine de tout ce bordel que l'Afrique vit jusqu'à aujourd'hui à travers cette misère qui est devenue un élément, qui est devenu une identité de tous les pays africains francophones. Donc cet argument que la France veut évoquer là, c'est simplement de la manipulation et de l'hypocrisie nauséabonde, tout simplement. Alors, Anatola, ici, vous, le coupable, vous semblez l'avoir déjà identifié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que Bangui qui est engagé à des enquêtes à l'écoudée franche, voilà, pour s'attaquer, si effectivement les preuves venaient à être officielles, à cette main française qui, selon vous, est derrière cette attaque? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas attaqués? Cet avion qui était en mission clandestine, ne s'est-il pas attaqué à la base de la MINUSMA? Parce qu'on sait quand même, vous avez... Je pose cette question parce que vous avez fait un lien avec ce qui s'est passé du côté du Mali. On sait que du côté du Mali, il y a eu un communiqué, mais qui s'est suivi d'actes forts. Il y a des résolutions que le gouvernement de la transition malienne a pris. Et on a même cette brouille diplomatique aujourd'hui qui existe entre Bamako et Abidjan. Est-ce que du côté de la Centrafrique, si effectivement le pays d'où provenait l'avion venait à être identifié, comme la Côte d'Ivoire a été identifiée du côté du Burkina Faso? Est-ce que vous voyez les autorités centrafricaines aujourd'hui voilà, dire les choses ouvertement, comme cela a été le cas du côté du Mali, qui demande les comptes effectivement à la Côte d'Ivoire? J'étais sur le point de vous dire que... J'ai compris votre question. J'étais sur le point de vous faire comprendre que je ne suis pas en train de spéculer, parce que je présente des éléments factuels, objectifs. Il y a bien des cibles militaires, il y a bien plusieurs cibles militaires du côté de la Centrafrique. Mais cet avion en mission clandestine aurait pu également attaquer la base de la MINUSCA qui est encore... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il a choisi, il a cet avion, cet aéronef clandestin, a laissé une cible qui appartient aux Nations Unies pour s'attaquer à une cible qui appartient à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, des soldats centrafricains. Et c'est le civil en plus. C'est important. Et à côté, c'est eux qui nous parlent du respect des droits humains. À côté, n'oubliez pas, vous avez des cibles civiles, c'est-à-dire des habitations civiles, qui ont été touchés. Tout à l'heure, nous parlions des dégâts matériels importants. Parce que le maire, effectivement, de la ville de Bossongoa a affirmé avoir effectivement vécu cet acte, car il se trouvait, son domicile se trouve non loin de cette usine. Voilà. Donc, ça veut dire que, après, en menant leur action clandestine, ils étaient conscients des conséquences que leur acte poserait, du point de vue du droit humain. Donc, quand je le dis, en ce qui concerne, nous sommes là dans, vous m'engagez dans ce que je pourrais appeler les options diplomatiques ou juridiques. Je peux dire une chose, c'est que, j'ai même déjà répondu à votre question tout à l'heure, en indiquant qu'à un moment donné, c'est vrai, Touadéra n'est pas un militaire, parce qu'au Mali, nous avons affaire des militaires qui n'ont pas le temps de réfléchir comme Touadéra, qui est un enseignant, en même temps il est civil, ne peut pas avoir le courage qu'ont les soldats. Donc, il crée sa révolution, il met sa révolution à son niveau, à pas, à petit pas, mais il l'amène quand même. Par contre, au Mali, des actions fortes sont posées parce qu'il s'agit de jeunes qui, pour la plupart, ont été au front et qui connaissent les réalités du front.
qui connaît la situation du pays, au même titre que Touadéra. On ne peut pas dire que Touadéra ne connaît pas la situation du pays parce que c'est un ancien, c'est un fils du pauvre, c'est un fils il a des origines populaires. C'est un citoyen centrafricain qui connaît la misère de son pays. La preuve, c'est que la plupart, et ça je vous le dis, c'est un contrat qui a été donné en exclusivité à certaines multinationales françaises, sont en train d'être retirées à ces multinationales. D'où justement ces escarmouches que vous voyez. Ça, c'est important de le souligner. Et ça fait pas. Bon, et puis, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des contextes, ça fait pas très longtemps que la mission logistique de la France a été démantelée. Donc, chaque fois que ces gars partent de quelque part, il faut qu'ils posent un acte. Ils sont partis du Mali, il fallait qu'ils posent des actes. Des actes je veux dire désagréables, si vous voulez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous connaissons qui sont les responsables. Parce que ce sont leurs méthodes. C'est-à-dire, la France et les États-Unis, j'insiste là-dessus. La France et les États-Unis, ce sont leurs méthodes. C'est-à-dire, lorsque vous prenez sur vous de vous affranchir de leur tutorat, parce que absolument, ils sont toujours dans la logique de maintenir nos États dans une posture de subordination perpétuelle. Donc, lorsque vous prenez justement la responsabilité de vous affranchir de leur subordination, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ce sont les réactionnaires. Donc, je pense que quand vous avez donc affaire à des individus qui ne changent plus, ils ne veulent pas changer de logiciel, vous utilisez les mêmes moyens qu'eux. Je vous ai dit tantôt qu'ils reprochent toujours aux autres ce qu'ils font. Ils reprochent à certains États africains de choisir les mercenaires, des banners, pour reprendre le narratif, mais eux ils ne vous diront jamais qu'ils utilisent des mercenaires dans d'autres théâtres d'opération. Qu'ils ont même des sociétés militaires privées, c'est-à-dire des mercenaires. Les légionnaires, c'est quoi? J'ai donné quelques noms tout à l'heure. J'ai donné quelques noms tout à l'heure. Ils en ont, après les États-Unis, ce sont les Français qui ont disposé à travers le monde le plus grand nombre de sociétés militaires privées. C'est-à-dire qu'ils utilisent des mercenaires. Ils ne vous diront jamais ça. Donc l'opération qui a été menée il y a quelques semaines du côté de Bangui, du côté de la Centrafrique, de Bossangoa en Centrafrique, ce sont des mercenaires. Alors, c'est des mercenaires. Des mercenaires, en tout cas, selon vous, sont à l'origine. Ça veut dire que vous écartez carrément, ici, vous écartez carrément les groupes rebelles d'origine centrafricaine qui, il y a de cela quelques temps aussi, avaient assiégé la ville de Bossangoa. Claver Kodo, selon vous, le fait que l'attaque ait été perpétrée à travers un avion prouve que ça ne peut pas, on ne peut pas attribuer cet acte aux mercenaires, aux rebelles centrafricains. On ne peut pas du tout attribuer cet acte. Ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un aéronef militaire. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un aéronef militaire. Ça vous rappelle la fameuse attaque de Bouaké. C'était toujours des mercenaires. Et c'est la France qui a organisé cette attaque en utilisant des mercenaires. Je crois à l'époque c'était des mercenaires ukrainiens. Du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quelques années. Donc c'est des techniques avérées par la France, c'est des techniques mises en place par la France qui laissent toujours servir de ce genre de démarche pour asseoir son hégémonie sur les pays africains. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. Au Mali l'ont fait, et tout récemment, en RCA vient de le faire en utilisant toujours des vecteurs. Alors selon vous, une chose est sûre. Ils l'ont fait en Burkina Faso pour exfiltrer Compaoré. Selon vous, une chose est sûre, cet acte n'a pas été perpétré par des groupes rebelles centrafricains. Non, il n'est pas perpétré par des groupes. Et non, même pas. Les groupes rebelles centrafricains n'ont pas l'expertise nécessaire ou les moyens logistiques pour pouvoir mener ce type d'opération. C'est pour ça que la France vient donc vole à leur secours parce que ces groupes rebelles sont à sa solde. Je voulais quand même rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs en aspect qu'il ne faut pas occulter entre-temps cette actualité. Vous savez, la France a extrêmement peur de perdre l'Afrique, peur de perdre la République centrafricaine. La pire française a le dos au mur. Pourquoi peur de perdre la République centrafricaine lorsqu'on sait que ce pays est présenté comme l'un des plus pauvres au monde? Peur parce que justement ce pays est devenu leur vache à lait. Et il a toujours été une vache à lait pour eux. Et le président, c'est la même chose avec le Niger. Au Niger, quand vous allez au Niger, même si c'est en français, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un qui s'exprime en français. Et les gens ne savent même pas qu'ils sont riches. Mais ces pays sont effectivement souvent présentés par la France elle-même, par les médias français, comme des pays où règne la misère, la pauvreté. Et pour revenir sur la Centrafrique, c'est ce projet de révision
de la Constitution et d'organisation du référendum qui donne des sueurs froides à la France, parce que si ce référendum, vous vous rappelez toutes les manœuvres qui ont eu lieu jusqu'au point où même la présidence de la Cour suprême est entrée en scène contre le président Touadéra par rapport à ce projet. La Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle est entrée en scène parce qu'elle a été corrompue, et tous les opposants ont tenu une réunion au Quai d'Orsay, au cours de laquelle la France a remis 15 millions de francs à chacun qui était présent. Certainement, elle en a fait pour d'autres qui n'ont pas pu être présents. Donc, l'enjeu de ce qui se passe en Centrafrique, là, c'est un enjeu par rapport à la volonté de la Centrafrique de devenir un pays souverain, de prendre en main son destin à travers justement ce projet de référendum qui certainement verra le oui gagner. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte de paradoxe, Clavin Kodo, puisque vous dites qu'aujourd'hui la République centrafricaine est engagée dans un processus où elle veut retrouver sa souveraineté. Or, Nguyen nous rappelait aujourd'hui que la Centrafrique célèbre bel et bien ses 64 ans d'indépendance. Oui, mais la Centrafrique fait 64 ans d'indépendance, il faut tenir entre guillemets. Ce n'est pas une indépendance, c'est du folklore. Mais quand même, sur le plan symbolique, elle peut fêter. Mais la véritable indépendance de la Centrafrique, ou alors de tous les pays francophones de l'Empire français, ce sera à partir de la rupture totale avec la France. Et la Centrafrique s'inscrit dans cette dynamique de rupture totale avec la France. C'est pour ça que la Centrafrique est ciblée par la France à travers cette attaque qui fait l'actualité ce matin. Donc la plus grande crainte de la France, c'est de voir ce référendum se tenir, qui va légitimer la rupture totale de la Centrafrique vis-à-vis de la France, parce qu'il sera question à l'issue du référendum de revoir la Constitution, de mettre de nouveaux instruments juridiques en place pour qu'enfin la Centrafrique devienne donc un véritable pays indépendant, non l'indépendant entre guillemets qui est célébré. Alors, Albert Anatola, ici, selon Clavin Kodo, Paris a donc peur de perdre la République centrafricaine. Pourquoi? Que représente la République centrafricaine aujourd'hui pour Paris? Pourquoi est-ce qu'elle serait donc dans cette démarche d'user de toutes ces manœuvres obscures, pour avoir la main basse sur ce pays? Déjà, vous avez dit tantôt quelque chose, à savoir que le Centrafrique c'est un pays pauvre. Le Centrafrique n'est pas un pays pauvre. On a appauvri les populations. Parce que, vous savez, ce narratif qui est amplifié par l'opinion publique française et les médias, ils mettent en avant des indices économiques. Non, j'insiste à le dire. Et ce qui se passe, la réalité centrafricaine est la même dans tous les pays de l'espace francophone en l'occurrence. On vous dit que l'Afrique est pauvre, mais vous allez, comment est-ce qu'on fait? On dit que l'Afrique c'est un continent pauvre, n'est-ce pas? Mais tout le monde vous dit que l'avenir du monde, de l'Europe, c'est l'Afrique. Je crois que ça qui est paradoxal, vous avez convoqué le mot paradoxe. Oui. Mais ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que vous estimez qu'un continent est pauvre, mais c'est votre avenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, les États africains ne peuvent plus être des États subordonnés à la France, ni à une quelconque puissance étrangère. En tout cas, ils ont engagé une coalition en Ukraine contre la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la Russie, l'Ukraine doit être un pays souverain, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que, au nom de quoi est-ce qu'on refuse à la Centrafrique ou quelques autres pays africains la souveraineté? La Centrafrique n'est pas un État indépendant. La Centrafrique a encore entre les mains d'un pays, d'un État tiers, 3 piliers de sa souveraineté. Le premier pilier, c'est la monnaie. Oui, c'est d'ailleurs par là que vous allez chuter le temps pour nous. C'est la monnaie. Oui. C'est entre les mains de qui? La France. La défense, c'est entre les mains de qui? La diplomatie. Vous avez un pays comme la France, dégringolade totale, qui est le porte-parole, le porte-plume d'un continent. Mais ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. C'est les Africains, c'est tellement un problème. En tout cas, selon vous, merci Anatola. Ici, on reste toujours, vous restez avec nous sur ce plateau. Alors, en attendant que Queen nous rejoigne, nous vous proposons, fidèles téléspectateurs, de suivre cet élément qui revient effectivement sur la thématique et qui nous intéresse ce matin. Dans un communiqué rendu, le
Le porte-parole du gouvernement centrafricain, le docteur Serge Ghislain Djori, dans un communiqué rendu public en date du 28 novembre 2022, a tenu à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Bossangoa, localité située dans le nord de la RCA, à 2h50 et a largué des explosifs prenant pour cible une base de forces de défense et de sécurité, celle des alliés centrafricains, ainsi qu'une usine de coton. Selon le dit communiqué, ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Les autorités soulignent également que cet aéronef, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine avant de traverser les frontières du pays. Bangui a de ce fait annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toute information utile et de situer les responsabilités. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à rassurer la population ainsi que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives, d'où qu'elles viennent. Bonjour Zélie, bonjour bien sûr à nos nombreux téléspectateurs et bonjour au panel de ce matin. C'est le moment donc du grand rendez-vous culturel sur la matinale For You matin. Et pour tous ceux qui sont férus de ce moment, on aura encore l'occasion de partager avec vous des grands événements, ou du moins des rendez-vous culturels, et partager aussi un peu de culture découverte. Pour ce matin, je vous propose d'entrée de jeu au Cameroun de s'intéresser au grand rendez-vous du Ngondo, cette fête traditionnelle des peuples Sawa de la côte du Cameroun, qui se tient donc chaque premier dimanche du mois de décembre. Donc c'est seulement dans 2 jours, voilà, dans 3 jours exactement. On sera donc le 4 décembre prochain lorsqu'aura lieu cette cérémonie. Et pour cette année, avec notamment le soutien de la communauté urbaine de Douala, on vous propose le Mangando. Voilà, ce sera à la place Besseke, c'est à Douala. Et ce rendez-vous qui se veut grand public, c'est simplement un rendez-vous spectacle, une comédie tant musicale que de danse traditionnelle qui racontera l'histoire donc du peuple Sawa qui chaque année, à la faveur de ce rendez-vous, invite tout le reste du Cameroun et même encore plus globalement le reste du monde à venir partager, prendre un peu de sa culture, partager les valeurs qui sont les siennes et permettre simplement cette ouverture au monde pour pouvoir pérenniser ce moment qui, pour beaucoup d'autres fêtes traditionnelles, tendent parfois à perdre de leur valeur. Donc cette année encore, le Ngondo, il sera bien là, même s'il a été émaillé l'année dernière notamment par un drame survenu notamment lors de la course des pirogues, qui est également un moment très important lors de cette fête traditionnelle. Ils n'en démordent pas, les organisateurs du Ngondo, qui donc cette année auront encore le grand rendez-vous et ce message qui viendra donc des ancêtres et de l'eau de ce fleuve Vouri, qui marque l'histoire même de ce peuple dans le littoral du Cameroun et qui s'étend même encore jusque dans le sud Cameroun. C'est un rendez-vous qui est donc donné, ce sera le jour même du Ngondo, le 4 décembre à partir de 18h30. Je vous invite vivement à aller vous imprégner de cette comédie musicale et de danse traditionnelle qui est assez inédite quand même et qui permet pour cette année de pouvoir partager un peu de ce spectacle avec divers publics, enfants, adultes. Venez simplement vous imprégner lors de ce Mangando de tout ce que le peuple Sawa a offert de meilleur. Alors Queen, ce matin, vous parlez également d'écriture, notamment de la littérature, avec cette écrivaine camerounaise qui a été honorée du côté de la Sorbonne de Paris. Effectivement, elle s'appelle Djaïli Amadou Amal et elle n'en finit pas de grappiller donc les titres, les honneurs également. Et c'était donc le 28 octobre dernier, il y a seulement quelques jours. Elle a été honorée, vous pouvez le voir donc en image, à l'université de Sorbonne Nouvelle. Et voilà, elle était faite simplement docteur honoris causa.
Voilà, Djaili Amadou Amal qui continue d'ailleurs sa tournée en Europe et en France, elle qui dans ses combats littéraires simplement milite pour on va dire peut-être une place de choix encore pour la femme, elle qui est originaire du septentrion du Cameroun, où il faut dire que même la scolarisation est encore problématique. Scolarisation des jeunes filles. Des jeunes filles, voilà, qui fait donc partie dans un de ces combats. Une femme africaine en tout cas qui milite à faire valoir, on va dire comme ça, le savoir-faire de la femme africaine de par les combats qu'elle mène. Et il faut rappeler qu'elle est bien sûr un prix Goncourt des lycées du côté de France, et depuis 2020 elle n'en finit pas de faire des tournées, de partager ses combats donc à travers le monde. C'est un titre qui lui est encore décerné cette année pour son engagement littéraire et pour globalement tous les combats qu'elle mène à faire valoir la femme camerounaise et globalement africaine qu'elle incarne. En tout cas, merci à Boukine pour ces informations. Ah bah ça a été un plaisir encore d'être là, Zili, et bien sûr j'espère vous retrouver très très bientôt avec encore d'autres actualités culturelles. Merci à Queen qui était donc des nôtres ce jeudi pour nous parler d'événements culturels, notamment le Ngondo qui aura lieu du côté du Cameroun et de cette écrivaine camerounaise qui a été honorée du côté de la Sorbonne. Alors le temps nous tenant à la gorge, nous sommes dans l'obligation donc de mettre un terme à ce programme. On rappelle la thématique. Ce jeudi on parlait de ce bombardement mystérieux qui a eu lieu du côté du Bosongoa en République centrafricaine. Certes, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet événement, mais sur ce plateau, nous aussi, nous avons essayé de regarder les contours afin de pouvoir effectivement voir qui ou encore quelle main cachée serait derrière cet acte. Alors, je commence avec vous, Anatola, ici, pour la fin. José Su, vous avez identifié l'ennemi caché dans l'ombre. Vous avez d'ailleurs détaillé, selon vous, les éléments qui vous amènent à appuyer cette thèse. Alors, votre mot pour la fin. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'insiste sur la mise en place des armées populaires. Ici, là-dessus, ça va non seulement permettre aux populations d'être chacun à son niveau, le soldat, le gardien de la patrie, ça va également susciter en chacun, en chacune, l'élan patriotique qui de plus en plus est en train de s'évaporer parmi les populations. Nous sommes en guerre, ce n'est pas un jeu. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en guerre contre les individus, nous sommes en guerre contre un système, la France-Afrique, et c'est parce que la France-Afrique, c'est le problème des pays africains. Alors, Clavenco, de vous, ce matin, vous êtes revenu effectivement sur cette présence russe qui dérange, et pour preuve cet acte qui non seulement a ciblé les FACA, mais également les alliés russes. Bien sûr, c'est un acte d'une gravité extrême, c'est une agression d'une gravité extrême. Il s'agit quand même de la souveraineté d'un pays qui est menacé par un ennemi qui se croit, qui avance à pas doux et dont le visage est désormais à découvert. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins pour affirmer que c'est la France qui est à la manœuvre. C'est la France qui est à la manœuvre, et l'AONF est sans doute partie du territoire tchadien, avec ou sans la permission des autorités tchadiennes. De toutes les façons, ces autorités tchadiennes ne peuvent rien refuser à la France, quand même les Français ne demanderaient pas d'autorisation. Ils sont en terrain conquis, en territoire conquis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le combat de la souveraineté africaine avance? Il faut justement, comme le rappelait Albert Anatole tout à l'heure, il faudrait que les dirigeants africains qui croient en l'Afrique mettent désormais en place un dispositif qui permettra à chaque Africain de pouvoir défendre la patrie, de pouvoir défendre l'Afrique à travers une formation militaire. Ça ne prend pas 2 semaines, ça ne prend pas 1 mois. Une formation militaire au cas où l'Afrique est attaquée ou alors le pays est attaqué, que les gens puissent rapidement courir sous les drapeaux pour défendre la patrie. Parce que nous sommes dans une guerre, nous ne sommes pas dans un bras de fer. Il faut éviter de croire que c'est un bras de fer, c'est une guerre. L'Empire français,
qui continue à nous paupériser à travers son franc des colonies françaises d'Afrique, est dans une démarche de survie, de survie et de sauvegarde de ses intérêts, et est prêt à tout pour y arriver. Il revient aux Africains, grâce au travail d'information, de sensibilisation que nous faisons depuis des années sur des plateaux de télé et radio et dans nos différentes colonnes, dans les colonnes de nos journaux. Il nous revient à nous d'amener nos dirigeants à se pencher sur cette question. C'est vrai qu'il y en a qui sont résolument au service de la France à travers des influences très souvent antagonistes. France-africains. Voilà. Mais progressivement quand même, on peut être réconforté de voir que l'opinion en général est en train de s'approprier les leviers du combat, parce que ce ne sera pas un combat d'individus, ce sera un combat populaire qui permettra, ce n'est qu'à ce prix-là qu'il faut, voilà pourquoi il faut partager, il faudrait que le maximum d'Africains adhèrent grâce à la sensibilisation, aux informations que nous diffusons à ce combat. Sinon, la France pourra encore tenir des siècles durant si ça ne dépendait que d'elle pour nous maintenir sous sa coupe et dans la misère qui caractérise nos pays, les pays africains. Donc, il est question, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé du côté de Bossangoa en Centrafrique pour prendre, non seulement pour les autorités centrafricaines, mais également pour tous les pays africains qui ont déjà des avancées dans la démarche en faveur de leur souveraineté. Il faut qu'ils prennent des dispositions pour déjà amener les jeunes Africains à s'enrôler, à se former de manière officielle dans les techniques de défense, dans les techniques militaires, afin de pouvoir résister un jour. C'est vrai, ils vont utiliser la bombe atomique, la bombe nucléaire, mais les accords de coopération en cours avec des pays comme la Russie, les puissances intermédiaires comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, surtout l'Iran, la Chine et d'autres, la Russie peuvent permettre aujourd'hui à l'Afrique, à certains pays africains, de changer de paradigme, surtout en ce qui concerne la sauvegarde de leur souveraineté et de leur sécurité. On le voit en Centrafrique. Vous imaginez bien que s'il n'y aurait pas eu des Russes en Centrafrique en ce moment, je pense que le Bozizé aurait pris le pouvoir en faveur de la prédation française, et la Centrafrique pourrait continuer son aventure de pauvreté éternelle sans que cela inquiète qui que ce soit, ni l'Union africaine, ni l'Organisation des États-Unis, ni la fameuse communauté internationale. Donc aujourd'hui, il faut simplement tirer des leçons et prendre le taureau par des cordes, principalement à travers l'enrôlement et la formation des jeunes Africains pour la défense